Oui, bonsoir. Donc, ma question s'adresse également à Madame Daniel, enfin, c'est une question remarque. En fait, je travaille pour un groupe d'ingénierie qui espère cette année passer en norme ISO 14001, etc. Voilà. Donc, il fait tout un cirque autour de ça qui s'en réjouit. Donc, en gros, ça consiste à mettre le papier noir et blanc dans un bac bleu et le reste dans un bac rouge. Voilà. Continuer à utiliser la fontaine à eau pour répondre à la remarque tout à l'heure. Donc c'est vraiment des petites bricoles, et à côté de ça, on intervient sur des missions type création d'un parc, standard park, avec de l'eau, des systèmes de chauffage pas possible, des cascades formidables, des toboggans, tout ce que vous voulez, des horreurs absolues. Donc voilà, moi ce que je veux dire, c'est que voilà, les dirigeants sont ravis de la norme ISO 14001, mais quand on fait la remarque que c'est pas de logique de chercher cette norme, alors qu'à côté on cautionne en quelque sorte, on intervient sur ces missions un peu délicates, des pratiques voilà, douteuses. J'ai du mal à comprendre ce que vaut cette norme en fait. Par exemple, est-ce qu'il existe des normes plus grosses typiquement qui récompenseraient des entreprises qui diraient bah moi je ne me mets pas sur ce marché-là parce que je ne fais pas partie de mes valeurs, puisqu'aujourd'hui en fait, si supposons que ma boîte dise je ne veux pas travailler sur ces missions-là, c'est beaucoup moins valorisant pour elle, en termes d'image et en termes de business, puisque vous disiez ça, que de dire je suis intervenu sur le Central Park et ça c'est moi qui l'ai fait et je suis très très fort. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez? Rapidement, sur l'ISO 14000, j'ai tendance à être d'accord avec vous, donc je ne vais pas dire grand-chose, à part que l'ISO 14000, ça certifie que vous vous organisez pour atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés. Donc si les objectifs sont nazes, mais que vous vous organisez bien pour les atteindre, vous êtes bien certifié, c'est tout le problème. Vous avez une autre certification européenne qui s'appelle EMAS, où là, la nature des objectifs que vous fixez entre en jeu, donc vous ne pouvez pas fixer des objectifs trop bas, on va dire, ou pas très intéressants, parce que sinon vous ne l'avez pas. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. En même temps, quel que soit l'objectif, c'est quand même utile de s'organiser pour l'atteindre. Donc, ça ne sert pas complètement à rien non plus. Mais par contre, c'est pas une fin en soi, c'est clair, c'est plus un moyen. Et la question de quels objectifs on se fixe, qui est globalement la question qui se pose aussi dans votre question, c'est évidemment essentielle. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez une stratégie de développement durable qui est un truc anecdotique, qu'on montre quand on vient, mais vous faites quoi sur le sujet, et que ça n'a rien à voir avec la stratégie business qui est globalement de travailler sur des énormes projets. Sans considérer leur impact plus que ça. Et c'est clair que l'impact principal d'un bureau d'ingénierie, c'est dans les projets que le bureau met pour ses clients et pas dans son papier, ce qui ne veut pas dire qu'il faut recycler le papier, utiliser les fontaines à eau, etc. Mais donc oui, voilà. Mais c'est le problème que vous avez, il se pose dans la plupart des boîtes. Il n'y a pas besoin d'une norme pour se rendre compte qu'il y a un problème. Donc on ne résoudra pas tout non plus par des normes, je pense, un peu de bon sens, comme je disais tout à l'heure, c'est pas mal aussi. Et sur le point de, on ne peut pas dire qu'on refuse des clients et du coup en faire un argument de vente, je vous opposerai juste un exemple, qui est l'exemple d'une banque anglaise qui s'appelle Coopérative Bank, qui s'est engagée dans une démarche vraiment très proactive sur les sujets environnementaux et sociaux depuis 1994, et que cette démarche amène à refuser des clients chaque année et qui communique chaque année sur le volume d'affaires qu'elle a refusé. Et ça, c'est devenu un argument de vente, et ça ne les empêche pas de gagner des clients et de progresser plus vite que le marché. Voilà, donc peut-être qu'on peut en faire un argument de vente. Merci beaucoup, merci. Il y a encore une personne qui va intervenir, la toute dernière. Oui, allô, oui, François. En fait, vous parliez d'innovation low-tech justement là récemment. Vous avez vu l'exemple des Duck Race en Chine, qui après évoque le même modèle que l'immobilier. Je voudrais savoir si vous pensez que c'est un paradigme qui pourrait être transférable dans les entreprises du Nord. Juste un exemple, ça l'a été. Je veux dire, si vous prenez ce qu'a fait Younous avec la banque, Marianne Novak avec Etsy a fait la même chose en France en s'inspirant de ce que faisait Younous et d'autres. Et ça marche aussi. Typiquement, le microcrédit est un bon exemple d'innovation low-tech née dans les pays du Sud et qui répond à des problèmes des pays occidentaux. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Évidemment, vous ne pouvez pas transposer directement, j'en sais rien, la filière laitière sénégalaise dans Normandie. Mais encore que, enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi ça serait pas, il faut l'adapter. Je vois pas pourquoi ça serait pas possible. Le problème aujourd'hui étant qu'on n'a pas cette logique-là de se dire déjà, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on peut aller apprendre
des choses là-bas qui nous serviraient ici. On a plutôt la logique de dire non, attendez, nous on a quelques solutions, on va aller l'apporter là-bas, parce que voilà. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Encore une fois, il faut être un bon exemple. Natacha Ricard, et puis on en reste là. Oui, merci. Ma question s'adresse à vous, madame. Il y a quand même un point commun dans une petite partie du monde qui va moins bien, c'est la formation. Aujourd'hui, que vous soyez financier, que vous soyez chef d'entreprise ou engagé dans des grandes entreprises mondiales, voire vous participez aux grandes réunions internationales, Copenhague, Kyoto, etc. Il y a quand même une formation, j'allais dire, un tronc commun de formation, ces fameuses écoles, ces grandes écoles majeures. Donc il y a quand même une globalisation de la mentalité à travers ces grandes écoles qui, à mon avis, serait, si on arrivait à faire passer d'autres idées, d'autres formes d'excellence, on voit sur le terrain que dès qu'on partage le savoir les uns et les autres, dès qu'on s'organise de façon transversale, dès qu'il y a des passeurs, comme on en a ce soir vu, dès que même le social s'organise de façon écosystémique où le bien de chacun dépend du moins le bien collectif dépend de la survie de chacun et du bien de chacun, comment est-ce qu'on pourrait infuser ces idées de bon sens dans ces machines à fabriquer l'orgueil que sont toutes les plus grandes écoles du monde qui gèrent le monde? Est-ce que vous avez l'idée, vous, qui est Alors, il y a plein de choses possibles. Moi, j'ai créé en 2005 un truc qui s'appelle qui vise à faire donc une initiative qui s'appelle Campus Responsable, qui vise à faire changer les grandes écoles, les universités, etc. En les poussant pas seulement à créer une formation, un master payant ultra cher, mais à intégrer ça, comme je disais, dans la gestion de leur établissement, dans leurs enseignements, leurs programmes de recherche, etc. Et on a créé ça parce qu'après avoir fait le constat, ça existait quasiment partout dans le monde, sauf chez nous. Voilà, donc je pense qu'il faut faire. Mais il faut faire pression, enfin c'est ce que ça reboucle avec le point de départ, c'est qu'il faut changer la façon dont sont formés aujourd'hui les consommateurs de demain, c'est-à-dire nos enfants, les futurs dirigeants des entreprises de demain, sinon ça ne changera pas ou très lentement, ou aussi lentement qu'aujourd'hui, c'est-à-dire insuffisamment. Le point sur les grandes écoles et les universités, c'est qu'on est, nous notamment, très focalisés sur la gestion, pas sur l'innovation, enfin encore une fois sur l'innovation. On n'apprend pas à créer de la valeur, on apprend à gérer de la valeur dans les écoles. Et il y a eu des études aux États-Unis. J'avais une étude à Harvard sur les conditions sociales et environnementales, sur l'entreprise peut changer le monde, etc. des élèves en entrant à l'école étaient genre 2 fois plus fortes qu'à la sortie. Donc ça pose quand même ce problème de qu'est-ce qu'on y apprend, qu'est-ce qu'on y enseigne et qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent à la sortie. Mais ce que je crois, c'est que les écoles sont finalement comme les entreprises, pardonnez-moi, mais elles produisent les compétences et la matière grise que les entreprises leur demandent. Donc, du coup, on leur demande aujourd'hui, on ne leur demande pas du développement durable, donc elles n'auraient pas. Si demain toutes les entreprises disent je veux que mes acheteurs, mes responsables marketing, mes financiers soient formés à ces sujets-là, ben, ils le seront. Donc, ça reboucle un peu, malheureusement bien. Il y a quand même plein d'exemples, je pense en Inde, avec des gens qui doivent être quelque part dans les grandes vidéos d'artisans du changement, le Barefoot College, qui arrivent à faire des choses hyper innovantes, hyper créatives, et qui construisent de la valeur avec des gens qui ont zéro formation. Donc ça montre aussi que ce n'est pas forcément la voie royale, en tout cas pour résoudre les problèmes qu'on se pose là. Oui, c'était pour montrer qu'il y avait des éléments du côté d'alliance dynamique et créative qui vont dans ce sens-là. L'exemple que je donnais tout à l'heure à propos du projet de bourse des vraies valeurs, vous allez avoir 5 événements qui vont se construire autour d'un tronc commun. Le Parlement des entrepreneurs d'avenir à Nantes à la mi-mai, les États généraux de l'économie sociale et solidaire à la mi-juin qui se trouveront dans l'ancienne bourse de Paris, avec y compris une simulation de ce que serait une nouvelle forme de cotation et de nouvelles formes de notation, les dialogues en humanité début juillet sur le plan international, la rencontre des leaders internationaux d'Ashoka et à l'automne prochain, les journées européennes des entrepreneurs sociaux. Le fait que 5 réseaux qui sont par ailleurs différents s'allient pour dire qu'il est temps de prendre au sérieux la responsabilité sociale, le développement durable, d'arrêter le greenwashing et de se donner les moyens, non seulement du point de vue de l'évaluation, mais du point de vue de la capacité de prise de décision à changer non seulement les comportements, mais les rapports structurels. Ça, je trouve que ça va
complètement dans le sens de l'espérance de ce qu'on a vu ce soir. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci à vous de votre présence ce soir et merci aux producteurs des artisans du changement. Et bravo.